Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on voulait revenir sur un jeu vidéo qui nous a pas mal marqué et sur lequel on a publié un article récemment, The Berlin Apartment. Oui, tout à fait. C'est un jeu assez discret, mais qui a eu un accueil critique vraiment excellent. On parlait de 86% d'évaluation positive sur Steam. C'est énorme. C'est énorme, oui. Dans notre article, on lui a mis 4 sur 5. Pas un chef-d'œuvre absolu, mais on l'a décrit comme une expérience précieuse et touchante. Et c'est ça, je crois, l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin que dans l'article sur cette idée centrale, comment un simple appartement devient une machine à remonter le temps. Exactement. Comment il nous raconte un siècle d'histoire berlinoise, mais à travers des destins très intimes. C'est ça. Alors, pour rappeler le principe qu'on a expliqué dans notre papier, on incarne Dilara. C'est une adolescente qui, en 2020, aide son père, Malik, à rénover un appartement. Mhm. Et en fait, chaque objet qu'elle découvre, une lettre, une valise, un manuscrit, ça déclenche un flashback. Et on se retrouve projeté dans le passé de ce lieu. Et c'est là que ça devient fascinant. On visite 5 périodes très différentes. Oui, alors il y a d'abord 1933, avec Joseph, qui est un metteur en scène juif et qui doit préparer sa fuite. Une période très sombre. Très sombre. Ensuite, 1945. Là, on incarne Mathilda, une petite fille au milieu d'un Berlin complètement en ruine. Puis on saute en 1967. Tony, une autrice qui se bat contre la censure en RDA, l'Allemagne de l'Est. Et ma préférée, 1989. Kolya Élu, qui flirte en s'envoyant des avions en papier par-dessus le mur de Berlin. C'est une image magnifique. C'est une image magnifique. Et enfin, on revient en 2020 avec Dilara et Malik, qui font le lien entre toutes ces histoires. Et ce qu'on a trouvé essentiel dans notre analyse, et on a vraiment insisté dessus, c'est la subtilité du jeu. Ce n'est jamais un cours d'histoire. Non, jamais. Tout passe par le geste, par le détail. Je pense à 2 exemples qui nous ont vraiment marqués. Le premier, c'est ce que tu as appelé dans l'article le Tetris de l'exil, Ah oui, ouais. quand on doit aider Joseph à faire sa valise en 1933. Le Tetris de l'exil, oui. J'aime bien cette formule. C'est exactement ça. On doit choisir ce qu'on emporte dans une seule petite valise. Et ce geste, ce simple puzzle résume toute la violence de la situation. On ressent le déchirement de devoir choisir quel souvenir garder. C'est d'une efficacité redoutable. C'est très fort. Et l'autre moment, c'est justement les avions en papier. Oui, Le fait de les plier soi-même, de les lancer, ça rend cette séparation du mur tellement plus tangible, plus personnelle que n'importe quelle explication. c'est ça, on n'est pas spectateur, on est acteur de ce petit geste d'espoir. Mais alors justement, parlons-en du gameplay. On l'a décrit comme un walking simulator. Les interactions, elles sont assez limitées, non? Oui, et il faut être clair là-dessus. On martèle des carreaux, on tape à la machine. Voilà. Il n'y a pas de défi, pas de game over. Le but du jeu, c'est pas de tester le joueur. C'est de le placer en tant que témoin. Exactement, de l'immerger. L'interactivité est au service de la narration, pas l'inverse. Et pour ça, la direction artistique aide énormément. Ah oui, on l'a dit, elle est superbe. Ce style un peu BD, pastel, c'est une grande réussite. Absolument. Et il faut aussi parler de la qualité des voix, en allemand ou en anglais, et du design sonore. On entend la ville qui change au fil des décennies. L'immersion est totale. C'est vrai. Alors, pour résumer un peu la conclusion de notre article, dans les points on a aimé, on a mis l'écriture sensible, la direction artistique, les dialogues très justes entre le père et la fille. Mhm. Et dans on a moins aimé, on a noté l'interactivité qui est forcément un peu limitée, et peut-être le prix pour une durée de vie de 3 ou 4 heures. C'est le débat habituel pour ce genre d'expérience narrative, en fait. C'est ça. Est-ce que ça les vaut? Pour moi, oui. C'est comme payer pour un bon livre ou une place de théâtre. On paye pour une émotion forte, une histoire qui reste, Une expérience. fantôme, mais par la vie elle-même. C'est une très belle conclusion. Et ça laisse avec une pensée, pour finir. Si les murs de nos propres maisons, de nos appartements, pouvaient parler, Hmm. quelles histoires ils raconteraient? Des histoires oubliées ou secrètes sur tous ceux qui nous ont précédés.